Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Temps Mort Show, ton émission 100% basket. Je suis Ali, votre présentatrice préférée. J'aime bien cette intervention. Hein. Non, mais ce sera, je pense, ça va être une routine maintenant. Ouais, j'aime bien. C'est pas possible de faire autrement. Je suis toujours accompagné de ma très belle et fine équipe. À ma gauche, le vétéran stylé. J'aime pas ta snapback par contre aujourd'hui, j'avoue. T'as mis quoi aujourd'hui? Pourquoi? Non, mais continue, t'étais en train de dire que j'étais stylé. Ah ouais, vétéran stylé, Voilà. Snapback man, tout ça. les Stakim de Dream. Exactement. Ah ouais, genre parce qu'ils portent les Bucks, ça y est, c'est crime de lèse-majesté. Vous voyez? Parce que la reine n'est pas contente. Ouais. C'est ce que je viens de faire là. Non, je suis chaud, les gars, je suis chaud. Ah oui, j'aime je suis chaud, pas ce soir, je suis trop, chaud. hein, mais c'est ok. Tu vas bien avec ça? Ça va très bien et toi-même? Bon, ça va très bien, comme toujours. Super. Ravi d'être dans Temps Mort Show, l'émission. Il faut venir avec un dictionnaire. Sinon, on t'attrape. L'émission va être très très bonne ce soir. Je le sens. Ouais, je le sens aussi. Je le sens. À ma droite, on a le Congolais, le beau, celui qui n'a pas peur des mots. Et la rime, hein. Gucci. Un homme macassé. Gucci Mix. C'est bon. Gucci Mix. C'est bon. Gucci. Mix. Peut-être le vrai roi de la trappe, hein. Gucci Mane, on sait pas. Mhm. Oh, non. Ah, tu Ah, commences d'accord, sur des on est terrains tous glissants, là. d'accord. Oh, c'est un petit C'est pas vrai. Moi, j'apprécie le teint de la veste, tu vois. Petit look différent. Ah, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Enfin, ça, c'est les vestes. Même les cols roulés, ça, c'est Vas-y. un look de date. Vas-y. Parce qu'il y a un rendez-vous ce soir, c'est ça? Aujourd'hui, c'est Genuine, hein. Peut-être. Ah, t'es Genuine Genuine aujourd'hui ce soir. Non, peut-être pas Genuine, parce que Genuine, aujourd'hui, là, t'as pas envie d'être lui. Ah, Mais vas-y, tranquille. comment tu vas aller? Bon, ça va super, hein. Et toi? Écoute, on est là, hein. On est là. Ah. Mhm. Et à notre tout. Le beau aussi, hein. Très beau. Mhm. Hein. Angelo. Pan. Celui qui nous parle de basket, mais on sait pas trop si c'est de la poésie ou du rap contender. Oh là. Angelo. Ok. T'as vu les intros? Opérationnel. Allez, Ah, merci. Merci Il beaucoup. reste une dernière intro. Merci. Tu vas bien, Angelo? Ça va très très bien. Franchement, très excité à l'idée de cet épisode pour plusieurs raisons. Déjà, un invité que j'apprécie beaucoup, son jeu, même sa personnalité, ce qu'il dégage. Quelqu'un que je suis à titre personnel depuis de longues années. Donc, l'opportunité de pouvoir passer ce moment en sa compagnie, c'est un privilège pour nous. Et puis, la fine équipe, quoi. Je suis toujours énergisé dès que j'arrive sur ce plateau et que je vois vos têtes, là, c'est bon, là. Il y a Maël derrière, là, qui... Le Bref, soleil. il y a tout le monde. Il y a juste le boss qui est pas là. Avec son beau. Est-ce que le boss, il prend un carton rouge ce soir? Pourquoi il est pas là, le boss? Pourquoi il est pas là? Il s'est passé quoi? Il a juste dit, je serai pas là pendant 15 minutes. Il a intérêt de venir, hein. Je dois voir sa tête avant la fin de l'émission. Il est là, le boss. Non, je suis comme ça ce soir. Bon, il est parti. Il a dit, bon. Il est parti. Bon, il faut aller, non? Maintenant, je dois vous présenter l'invité de qualité. Tonton. Un homme. Attention, hein. Un grand homme. Tonton. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Doucement Un all-star. les micros. Un all-star français. Adam Mokoka est avec nous ce soir. L'homme. Applaudissez. On est à la maison, on est chez lui, là. merci. Là, on est littéralement, en fait, vous le savez pas, on est dans son salon. Le maire du Voilà, 9e. il nous a accueillis à la maison. Le gouverneur du 9e. Le gouverneur. Attention, Amarassi a quelque chose à dire à ce niveau-là. Hein. Lui, c'est l'amiral. C'est un autre titre. C'est le parrain. Exactement. C'est le parrain, Amara. Ah, merci de me recevoir. En tout cas. Non, mais merci à toi d'être là. D'être avec Franchement, nous, ça fait plaisir. Merci. Shout out à une grande athlète franco-congolaise, Oui. Yelena. Ma grande sœur. Voilà, exactement. Faut lui faire Grande sœur. Rôle modèle un aussi. gros SO parce Ouais. que voilà. Merci pour les travaux, Ouais, Yelena. gros big up. Merci. Elle a montré la voie. Elle a montré une manière de faire. Oui, C'est important. vraiment. Hein. La discipline, l'engagement, la volonté, la détermination, c'est elle. Hein. Ah, c'est trop chou. On est inspiré. l'amour. Inspiré. Un peu de Trop Fimbu, chou. tout ça là-dedans, ça veut dire Ah que oui, tu ah fais ouais. le type Ah oui. Que des mots témoins. Tu vas la faire pleurer. Il faut donner les fleurs aux gens. Ouais, c'est Pas chou. attendre qu'ils partent. Ok, what's going on today? Oui, c'est quoi le Aujourd'hui, programme? on parlera de ce qui s'est passé dans la semaine en NBA. Ok. On parlera aussi des déclarations de Rich Paul qui ont secoué les Lakers Ah, et de
J'allais dire Giannis, mais les gens, ils allaient me gronder. Attends, non, De tu vas pas- Yanis, non. pardon. De Yanis. Tu vois, Yanis, regarde. pardon. Non, elle a dit qu'elle allait dire. Mais Pardon. elle l'a pas dit. Ça dit peut-être aussi, hein. De Yanis qui s'est fait, les Bucks tout court qui se sont fait siffler. Ça mérite discussion, ce qui s'est passé, Et on finira par une petite interview d'Adam pour qu'il nous raconte son parcours actuel en Bourg-en-Bresse et ses projets pour la suite. Yes. On y va? C'est parti. Ouais, let's go. Du coup, on va faire un petit débrief des résultats les plus marquants de la semaine. C'est quoi les matchs qui vous ont marqué cette semaine? Ouais. Comme vous voulez. Ouais, Écoute, je vais me lancer. Tu- Vas-y. Je vais Vas-y. me lancer. Ouais, je pense aussi. Vas-y, commence. Non, je viens pas. En fait, il y a pas mal de choses qui m'ont interpellé cette semaine et sur quoi je voudrais parler. Déjà, me concentrer sur la conférence Est. Déjà, il y a deux équipes qu'on ne parle pas, mais les deux premiers du classement, mais c'est les deux équipes qu'on parle le moins cette année. Je comprends pas pourquoi. Personne parle de Détroit, personne parle de Boston, qui continuent sur leur lancée, de tout prendre. Yeah. Détroit, on en avait déjà parlé, mais c'est surprenant de Boston. On sait que Ouais, c'est vrai. leur franchise n'est toujours pas revenu. Et sans Tatum, ils sont quand même deuxième à deux défaites de moins que New York, troisième. Ouais. Je trouve ça totalement incroyable et je pense que c'est une équipe qu'il faudra se méfier cette saison. Après, Charlotte a mis 131 points aux Lakers. La Melo Ball a fait une deuxième mi-temps exceptionnelle et là, je voulais en parler aussi pour mettre un peu un petit taquet? Non, un petit faute technique quand même aux Lakers parce que même sans Doncic blessé pendant le match, tu dois quand même prendre ce match-là. C'est le genre de match que tu dois prendre, c'est le genre de match que tu ne dois pas laisser passer. Surtout à la maison. Bien sûr. Ouais, surtout à la maison. Ouais. Te faire prendre 131 points par Charlotte, c'est beaucoup trop. Mais de toute façon, on en parle depuis le début de saison. Il y a eu un excellent match aussi dans la conférence Ouest entre Houston et Minnesota. Yep. Ouais. Un gros duel entre Anthony Edwards et Kevin Durant. Deux équipes qui peuvent s'affronter en premier tour. Faut savoir, ils sont 4e et 5e, donc c'est des équipes qui peuvent s'affronter en playoff. Et je pense qu'on peut tomber sur une des meilleures séries des playoffs là, parce que c'est un niveau très similaire. On le sait, c'est deux équipes offensives. C'est deux équipes qui n'hésitent pas à attaquer, à scorer. Et je pense que c'est très intéressant. On a eu aussi un Minnesota-San Antonio aussi très, très, très intéressant avec un duel encore entre Wemby et Edwards. Yep. Encore Edwards, mais deux défaites malheureusement, mais qui battent encore 2 points. Il a encore trollé en français à la fin. Il a encore fait ça. Laisse Edwards tranquille. Qu'est-ce que t'as contre Edwards? J'ai rien contre Edouard, je t'ai juste posé une question. Non, moi, je te dis, qu'est-ce que t'as contre J'ai rien contre lui. Non, donc, grosse semaine pour Minnesota, 2 grosses défaites, mais une grosse semaine pour Anthony Edwards. Denver, qui continue à gagner sans Jokic. Ça, je pense que c'est une grosse surprise parce que je pense que la blessure de Jokic, on s'attendait beaucoup à une défaite, à des défaites ou une dégringolade de Denver. Mais Ouais, 4 victoires d'affilée, là. t'enchaînes beaucoup et big up quand même à Jamal Murray, qui a confirmé son statut d'All-Star. Il n'a jamais été All-Star. Là, cette année, c'est tout droit. vous pouvez tamponner. C'est tout droit. Ouais, c'est tout droit. Ouais. Et là, je veux parler à monsieur Angelo Qu'est-ce qui parce se passe? que Miami a battu OKC cette nuit. Mhm. Donc, OKC, t'as 8 défaites. Maintenant, on te repose la question. Est-ce que OKC va battre le record des Warriors? La question. Non, mais moi, j'avais répondu à ça de manière très simple. J'avais dit, montrez-moi qui d'autre va appliquer la formule pour pouvoir battre OKC, puisque la seule équipe qui avait réussi à vraiment donner du fil à retordre et à pousser OKC dans ses retranchements, c'était San Antonio, dans un profil d'équipe très particulier, avec Wemby, sachant que Wemby jouait peu de minutes. Donc, c'était une équipe qui était, on va dire, cette équipe de San Antonio qui avait réussi à matcher au niveau des affrontements directs de la plus belle des manières, surtout sur la ligne extérieure, qui avait réussi à limiter l'impact de Chet Holmgren. Wemby a été magistral sur les minutes dans lesquelles il jouait, mais même sans Wemby, on pouvait même penser quand même que San Antonio trouvait les moyens de prendre au moins, sur les 3 matchs qu'ils avaient pris, au moins 2, minimum 1. Et je voulais voir quelles autres équipes allaient appliquer peut-être la même formule ou une formule différente, et puis voir aussi la réaction d'OKC. Est-ce que c'était simplement une anomalie face à San Antonio et on repartait sur la même dynamique qui était depuis le début de la saison, ou est-ce qu'il y a un peu de sable dans l'engrenage? Bon, ils sont revenus un peu à la réalité, peut-être pour le mieux, dans le sens où c'est peut-être un mal pour un bien,
parce qu'ils vont pouvoir laisser derrière eux potentiellement le fait d'essayer d'égaler ou de créer un nouveau record et de se préoccuper simplement d'une seule chose qui est la chose la plus importante à la fin, qui est de défendre ce titre. Ils ont gagné la saison passée, d'essayer de faire le doublé, le back-to-back. Donc, moi, je pensais simplement que c'était pas évident de se dire que OKC allait revenir dans le rang. C'est le cas. Un mal pour un bien pour OKC, je pense, et on pourra parler d'autres choses et se focaliser surtout sur la qualité du jeu. Mais la raison aussi pour laquelle je pense que cette remise ou retour à la réalité a eu lieu, c'est que l'arbitrage est différent. C'est ça que j'allais dire. L'arbitrage est très différent au niveau Ils sont pas sifflés pareil. Voilà, ils sont pas sifflés pareil. Bizarrement, ils c'est perdent des matchs. bizarre. Mais je pense que il y a eu une aspiration et pour un chien de garde qui apprécie le travail défensif, même si tu rechignes pas à aussi mettre la main à la pâte offensivement et surtout dans ton évolution personnelle ces dernières saisons. Mais je vais te poser direct la question, est-ce que toi, tu ressens que OKC a eu du mal, entre guillemets, à encaisser ou à manger son propre plat, tu vois? Ils cuisinaient un plat que les autres avaient du mal à digérer, mais quand on leur a donné une assiette de leur propre plat, ils ont aussi fait une sorte d'indigestion et ils n'ont pas réussi à s'adapter comme il se fallait pour conserver cette invincibilité et cette série de victoires. Ouais, je pense que au niveau des match-ups, comme tu l'as dit, ils se retrouvent avec des vis-à-vis qui se ressemblent et ils ont du mal à trouver les solutions pour passer outre ces match-ups avec des difficultés, trouver les alternatives pour vraiment passer outre ces défenses, tout ça. Mais tu penses qu'ils sont trop dépendants de SGA? Je dirais pas qu'ils sont trop dépendants de SGA parce que on a vu que au début de saison ils jouaient pas le 4e quart-temps. Beaucoup de matchs. On a pu voir du changement au niveau de l'année dernière. Après, je pense que ils sont larges en termes de nombre, en termes de joueurs. C'est une équipe ultra défensive. Offensivement, il y a du talent. Il y a pas que SGA. Donc, je pense que c'est, comme tu as dit, une mauvaise passe pour retrouver du bien derrière. Et j'ai aucun doute que OKC va finir la saison champion. C'est une déclaration champion carrément. Vous l'avez entendu en exclu. Il a parlé calmement pour sortir une punchline derrière. T'es prêt à mettre un billet là-dessus? Mais viens, même deux. Même deux. L'homme, il a fait comme ça, il a fait. How many you want? Justement, c'est la question que j'allais te poser. Donc, tu vois OKC faire back-to-back. Je vois OKC faire un back-to-back, vraiment. Mais c'est légitime. Hein. Il y a beaucoup de légitimité dans ça. On peut se poser la question, est-ce que les Spurs auront la maturité en playoff? C'est ça. Tu vois, on peut se poser la question. Une seconde, j'y arrivais. Oula. Mais vas-y. Non, parce que là, tu t'as dit les Spurs. Mais une seconde. Mais pour l'instant, pour l'instant, est-ce qu'on est tous d'accord que pour l'instant, l'équipe qui a montré, excusez-moi, je veux pas les Spurs sont 2e de la conférence Ouest. On a le droit de parler d'eux ou? Donc, tout ça. Non, mais tout ça pour dire que les Spurs ont malgré tout les qualités de leurs défauts. La jeunesse, l'insouciance, très bien, mais quand tu arrives dans les guerres de tranchées, des séries en 7 matchs, où il va falloir s'adapter. Besoin d'expérience. Exactement. Donc peut-être, c'est pas obligatoire. Hein. C'est pas obligatoire. Mais c'est la question. Et bien entendu, Jokic. Maintenant, les Nuggets ont eu beaucoup de mal à rester en bonne santé cette saison. Que ce soit Gordon qui a été blessé. Et bien entendu, la blessure de Jokic, il faut voir comment il revient, il faut voir combien de temps ça prend. Ce qui est très rassurant pour Denver, par contre, c'est le fait qu'ils sont en capacité de gagner sans lui. Et ça veut dire... L'année dernière, c'est pas possible. Et Valanciunas s'était blessé à un moment donné. Ils ont joué, je crois, avec les managers qui ramènent les sacs et les chaussures tellement il n'y avait plus personne. Donc c'est ça qui est assez intriguant. Donc, mais dans l'absolu, j'ai pas envie de retirer Minnesota de ce groupe d'équipes qu'il va quand même falloir surveiller en playoff. Mais ça reste un dragon à 4 têtes, quoi. Et je vois pas vraiment qui d'autre peut vraiment s'immiscer dans cette conversation-là, à l'Ouest en tout cas. Et c'est sûr que quand tu regardes les 4 équipes, ça va probablement être une finale de conf s'ils se rencontrent pas avant, mais si le classement reste comme ça, ce sera une finale de conf Denver ici. Ouais. C'est-à-dire que personne ne voit par exemple Houston jouer tout bluff. Non, il leur manque. Alors, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses, mais pour moi, le moment où Fred VanVleet s'est blessé, ça, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Parce que l'arrivée de Durant, pour moi, les mettait dans le top 2.
le moment et on voit la difficulté qu'ils ont dès que Durant sort du terrain, c'est le maître à jouer qui fait défaut. Et contrairement à Denver qui arrive à maintenir un rythme de croisière sans même presque 3 starters, t'as pas ça du côté de Houston. Et il y a un réel manque de playmaking. Il y a un réel manque aussi de stabilité dans la gestion des temps forts, des temps faibles et dans la création hors Durant. Donc, je sais pas. Un manque de playmaking. Genre, un mec comme Trae Young, par exemple, ça aurait pu leur faire du bien. Non, je sais pas. T'envoyais qui Non, je sais pas. Je fais une question. Une question. Manque de playmaking, il y a un playmaker, je sais pas. Toi, tu t'inclurais Houston dans un quintet et pas un quatuor? Non, je vois pas Houston dans un quatuor pour finale de conférence. Je pense que le fait que Durant il soit là, ça prend beaucoup de place et que c'est un peu un système aussi à lui entier. Et le fait que quand il est pas là, on ressent le vide. On ressent vraiment le vide. Et une équipe comme Denver, comme t'as dit, Jokic, même s'il est blessé, c'est quand même une équipe qui ont l'expérience. Ils savent jouer ensemble aussi. Ouais. Donc, c'est deux types d'équipes différentes, je trouve. Houston, avec ou sans leurs joueurs majeurs. Houston, je mets une astérix. Parce que Houston, quand t'as Kevin Durant, et t'as Sengun, et t'as quand même des joueurs de qualité. Justement, un jour, je pense qu'il faudra qu'on fasse un truc sur le bilan de Kevin Durant. Qu'est-ce que c'est de jouer avec lui? Parce que bizarrement, il a des stats incroyables, mais tu vois, je sais, j'ai l'impression que c'est difficile de jouer avec lui quand même, parce qu'il prend beaucoup de place offensivement. Mais pourtant, j'ai pas l'impression qu'il ait le caractère d'un numéro 1, d'un leader de vestiaire. Je suis totalement d'accord parce que je pense que parmi les joueurs offensifs qui scorent beaucoup, etc., je pense que Durant, Kevin Durant, c'est déjà le mec qui prend peut-être le moins de tirs parmi les gros scoreurs. Et qui utilise le moins de dribbles aussi. Oui, qui utilise le moins de tirs. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que Kevin Durant, au-delà de son scoring, il a un apport aussi défensif important. Ouais. Quand t'as un joueur quand même de plus de, on va pas se mentir, il fait 2m10, même s'il le dit pas, il fait plus de 2m10, une envergure de dingue. Donc, ça veut dire que déjà, défensivement, à l'attaquer sans Kevin Durant, c'est compliqué. Ouais. Et même l'apport qu'il a dans une équipe, tu veux pas lui enlever. Moi, je le trouve irréprochable, les gars. Je sais pas. Là, Houston, cette saison, des fois, c'est pas de irréprochable. Des fois, c'est pas Houston, j'ai rien à lui dire. J'avais déjà critiqué Durant l'an dernier, mais là, j'ai rien à lui dire. Là, en plus, Fred VanVleet s'est blessé dès le début. Et Kevin Durant vient d'arriver, donc on sait que les matchs, la première partie de saison, c'est s'adapter. Après, moi, j'ai confiance aussi. Ils ont quand même un excellent coach. Mais Udoka, c'est un excellent coach. Ouais. On l'a vu bricoler l'année dernière. Il avait fait de très bonnes choses avant qu'il se fasse virer à Boston. C'est lui qui a construit la base pour que Boston aille chercher le titre. Faut se rappeler. Donc ça, pour moi, je mets entre parenthèses parce que moi, si on met Minnesota dans le quatuor, pour moi, faut mettre Houston parce que pour moi, Houston et Minnesota, c'est un niveau similaire. Voilà. Ok, j'accepte. Voilà. Maintenant, à l'est, si tu vois, par exemple, aller titiller, aller peut-être faire finale NBA ou à l'est, moi j'aime beaucoup les Spurs. À l'est? Ouais. Pardon. À l'est, pardon. Boston. Ouais. Boston, j'aime beaucoup Boston à l'est. Tu crois aux Pistons? En fait, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et vraiment, pour revenir à ce qu'il a dit, Cade Cunningham, il fait un gros taf. Et en termes de leadership, en position de point de garde, il prend son rôle comme jamais. Il arrive à faire ça avec Pistons. C'est pas vraiment l'équipe avec le plus de superstars. Il y a beaucoup de role players. Mais ce qu'il apporte en tout cas à son équipe, c'est un leadership de dingue. Sans aboyer, sans tout ça. Il a que 24 avec ans. du caractère. Vraiment avec du caractère. Patron sur le terrain, prend les bonnes décisions. D'ailleurs, est-ce que Cade Cunningham est générationnel? Non, je plaisante. Oh là. C'est des problèmes. Non, c'est deux là, en ce moment, je sais Les pas si problèmes. Au talent, je sais pas. Non. Au talent, c'est plus. En tout cas, Après, il est très très fort. Je suis d'accord avec toi. Je plaisante. Surtout que, comme je le disais, il est encore très jeune, il a que 24 ans. On l'a vu l'an dernier, l'explosion de l'équipe de Détroit, pardon. On a vu les playoffs aussi, la série contre New York, ils ont montré de très belles choses. Ouais. C'était une belle 6e place, si je me trompe pas. Là, tu parles de 6e à la première place, donc c'est vraiment un gap qu'ils ont passé. Et comme je dis, mais très silencieux, tu t'entends pas Détroit, j'ai pas entendu parler de toute la saison, mais c'est des grosses victoires qu'ils vont prendre. Ils viennent de gagner contre Indiana, ils ont encaissé que 78 points, donc c'est un match qu'ils ont encaissé moins de 80 points. Ça, c'est le truc le plus impressionnant. C'est quelque chose de très très fort. Donc ils continuent à travailler en silence. Ils ont une équipe qui est comme assez jeune et comme l'a dit, beaucoup de role players, donc il n'y a pas de superstar, il n'y a pas de oui, moi je me prends pour un tel.
Ils sont tous dans le travail, tous derrière leur leader, tous derrière leur coach. Une sorte de version conférence Est de ce qu'on voit dans le développement au KC. En fait. Ouais, exactement. Et c'est là, ils sont là sur plusieurs années. Faut faire attention parce que là, on parle de première place. Bien sûr. Peut-être ils vont pas aller chercher le titre, peut-être ils vont pas leur finale NBA, mais c'est sur plusieurs années. Maintenant, Mais après, là où j'ai attention, peur, excuse-moi, mais la question, non, mais tu dis peut-être qu'ils vont pas aller en finale NBA. Oui. Maintenant, la question, c'est qui peut les empêcher de sortir à l'Est? Les Cavs. toi aussi, quel plaisanterie. les gars. C'est quoi? C'est pas bien, c'est pas Ali, bien. c'est la déraison qui parle là, c'est plus la raison. Je sais. c'est quand ton one-man show? C'est quand? Non, mais attendez. Est-ce que Ali, t'as envie de parler des Cavs en ce moment? Parce qu'ils sont sur une bonne dynamique. Non, mais les Cavs qui nous ont fait. D'ailleurs, petite Bonne dédicace dynamique à. parce qu'ils ont gagné 2 matchs d'affilée. Non, mais arrête! Oh. On dirait. Pardon, excuse-moi. Non, allez, mal laissez-la perdu. s'exprimer, laissez-la s'exprimer. Petite dédicace à Sixers France, avec qui on s'est un peu. Hein, je t'ai dit qu'on allait gagner au Oula. final. Personnel, hein. Non, c'était pas personnel, mais c'est juste, il m'a dit, Non, mais- on va vous battre samedi. Je dis, ok. Ali, Tu vois, c'est tu la lui dis, on a 2-3 coups de fil, on envoie une équipe, Non, c'est mais- réglé. Sixers France, attention. Les Pistons, ils me font penser un peu à Indiana où ils peuvent créer une surprise. Là où Indiana l'a fait l'année dernière. Je durant pensais les pas à un playoffs. match 7 l'année dernière, en tout cas. Pas du tout. Où tu vois Tyrese qui sort des matchs incroyables. On sait pas ce qui peut Et en plus, se passer avec Cade durant les playoffs. et on se dit, S'il si reste en Tyrese se fait confiance, pas, toute s'il la se fait pas saison. son tendon, le match 7, Ouais. Non, il passe. Après, là, on dit surprise, mais là, les Pistons, ils sont premiers. Donc, c'est-à-dire qu'en soi, s'ils vont en finale NBA, c'est pas réellement une surprise non Ouais, plus. Oui, non, oui. mais justement, est-ce que maintenant, c'est une bonne question, je trouve. Est-ce que maintenant, quelqu'un, enfin, une équipe est en capacité d'empêcher Détroit Mais Bah, pour d'y moi, aller? la- Est-ce que c'est Détroit elle-même qui peut pour s'empêcher moi, d'y la aller? seule équipe, attention, ça reste Boston. Parce Mm. que Boston, l'air de rien, Boston, ouais. je vais expliquer pourquoi. Parce que Ouais, on n'est pas à l'abri que Jason Tatum revienne entre-temps. Et ça dépend de comment il revient, mais ça peut donner un second souffle à cette équipe-là. C'est une équipe qui a perdu pas mal de joueurs, qui a une dynamique, on s'est dit, ça va être compliqué pour même les playoffs. Ils sont deuxième. C'est impressionnant quand même. C'est Sans Tatum, un Jalen Brown qui fait sa meilleure saison de saison régulière et qui est, en tout cas, il est dans les candidats top 5, je peux pas dire premier, mais top 5 parmi les MVP. J'ai Attention. presque envie, Mills, que Tatum revienne pas pour voir justement ce qui peut se passer du côté de Boston parce que la réintégration d'un All-NBA comme ça, Mm. sachant que, et j'aimerais bien que tu me donnes ton opinion là-dessus, mais c'est un binôme très fort, Mhm. mais ce sont des mecs très similaires et Mhm. qui ont besoin des mêmes choses. Ça veut dire d'isolation, de ballon, Mhm. d'autorisation de prendre des tirs un peu casse-croûte, des tirs en première intention et beaucoup de minutes. Ils ont réussi à trouver un équilibre, ils ont eu leur titre. Mhm. Mais il y a toujours eu cette conversation en coulisses, c'est qui est l'alpha? Qui est le meilleur entre les deux? Et là, Brown est en train vraiment de s'affirmer dans la hiérarchie NBA, en train de dire, hey, les gars, vous ne pensiez pas capables d'être dans le top 2 au All-Star Break? Eh ben, hey, coucou, nous sommes là. Mais tu sais que, Et- excuse-moi, Ouais. mais tu sais que j'ai l'impression qu'ils ont jamais eu cette conversation. Tu sais, c'est un peu comme KD et Westbrook. Ok, si j'ai l'impression qu'ils sont jamais posés de, vas-y, t'es le numéro 1, je suis le numéro 2. Ouais. C'est clair. Mais ça a posé Ils problème le après. disent pas, et justement, ça, Ça a posé problème parce qu'à un moment donné, il y avait des frustrations qui étaient créées par rapport peut-être à des sélections de tir ou qui devrait avoir les derniers ballons et des trucs comme ça. Et là, à qui tu donnes le dernier ballon? Et bien entendu, Tatum est un joueur intelligent et le coach est absolument brillant. Mm. Et il va, je pense, gérer ça avec tact et pertinence. Mais malgré tout, le plus Tatum reprend des sensations, le plus Tatum reprend des ambitions. Mhm. Et je pense aussi des automatismes de dire, hey, c'était mon équipe avant que je me blesse. Certes, t'as fait le boulot en mon absence, mais n'oublie pas, c'est pas une histoire de Batman et Robin, cette équipe. Parce que Mhm. Robin, c'est pas un super-héros. D'accord? après, si Brown Et- lui a dit, ouais, mais t'es un final MVP. I got you. Parce que moi, j'en ai, hein. I got you. But le problème, c'est que au niveau de la hiérarchie, au niveau des All-NBA, des trucs comme ça, Tatum avait Mais si, est mis un peu plus en avant. On est d'accord. Donc toi, est-ce que tu penses que c'est presque un mal pour un bien dans le sens que Brown soit le seul alpha de l'équipe et qu'il puisse vraiment mettre l'équipe sur ses épaules et que ce soit identifié que de toute manière, c'est autour de lui que c'est construit? Ou est-ce que tu penses qu'un retour de Tatum pourrait potentiellement mettre une sorte un peu de vinaigre dans cette salade? Ou tu penses que non, non, ça va bien se passer, il va se réintégrer, ça va les rendre plus forts et encore plus dangereux? Je pense que ça dépend aussi à quelle période il réintègre le groupe. Mm. Mais le fait que déjà Brown soit, on va dire, le numéro 1 en l'absence de Tatum,
ça lui permet aussi de montrer, je pense, à l'équipe, à l'organisation ou même à lui-même que il peut aussi porter cette équipe avec ou sans Tatum. Et je pense que l'apport de Tatum à son retour pourra faire que du bien, dans le sens où on sait de quoi il est capable. On a vu qu'ils étaient capables d'avoir un titre ensemble. Et je pense même au niveau du retour de Tatum, ça va pas être un frein à l'équipe, dans le sens où il va pas non plus prendre énormément de place, il va juste prendre ce qu'il a laissé, quoi. Et se réintégrer dans, ouais. dans le jeu. Pour moi, le seul truc, comme tu l'as dit, le timing il est intéressant parce que j'ai pas envie pour Tatum, j'ai pas envie qu'il revienne trop tôt. Non, il faut Parce pas. que- Il faut Parce que pas. Jamais. là, s'il y avait eu urgence, s'il y avait le feu à la maison, peut-être qu'il y aurait eu une nécessité de dingue de revenir tout de suite. Là, le fait que ce soit géré, mis à part que son concurrent direct fasse très très bien le boulot, il n'y a pas vraiment de raison de C'est revenir, pareil- c'est revenir pareil. de façon prématurée. tu vois ce que Pareil je veux pour dire Denver au final. Donc ça veut dire que là, on peut vraiment prendre le temps que Jokic revienne à 100%, puisque au niveau classement, ils sont pas dans la difficulté en mode ça continue comme ça va être le play-in et les conneries. Ils ont encore l'avantage du terrain et tout. Mais après c'est comme Boston, c'est comme une franchise qui est très intelligente, qui est très très bien gérée. On le sait très bien, donc ils vont pas du tout forcer pour moi. Même s'il y avait le feu, je pense qu'ils auraient pas forcé Tatum. Ils ont jamais été comme ça. Je pense que ils ont toujours su bien gérer les joueurs, comment bien gérer. Isaiah Thomas dirait autrement. C'est ça. Isaiah Thomas dirait autrement. Oui, mais d'accord, mais Il y a des coquilles un peu est-ce partout. que- Hein. je te pose la question, est-ce que toi tu changerais pas Isaiah Thomas pour Kyrie Irving, toi? Non, ce que tu t'as dit jamais. Non, mais voilà. mais regarde, depuis Tatum est arrivé, Brown, comment l'équipe s'est développée. On se rappelle en 2018, quand ils font le Game 7 contre Cleveland, petit à petit, ils ont commencé à construire autour, etc. Ils ont été champions. Là, aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent aller rechercher un titre. Ils sont dans leur boulot. Ils cherchent pas trop à chercher compliqué. T'as les role players des fois. Regarde, un Sam Hauser, cette nuit, qui met 30 points, la nuit dernière, où il met 30 points, il met 13 points. On n'en parle même pas. Tu vois, c'est le genre de C'est cette vrai, c'est équipe-là où ils font le boulot. Nous, on parle sur les résultats seulement. Et ça va être l'équipe qui va poser problème, parce qu'on le sait, hein, la série contre New York, ils sortent contre New York l'année dernière en playoff, mais c'est des pertes de balles, c'est des pertes de balles en fin de match. On sait très bien la blessure de Tatum aussi qui a changé les choses. Donc, voilà. Est-ce que vous pensez, juste avant qu'on finisse sur ça, New York, est-ce que vous pensez qu'eux, ils peuvent poser problème, aller chercher la finale NBA? Parce que on m'a dit dans le public que New York allait être en finale NBA. Donc, moi, je pose la question. Ce serait la trajectoire logique. Ouais. Sauf que là, on a des yeux, on voit ce qu'on voit. Et là, on voit que Tu vois quoi avec ça? Tu vois quoi? c'est bien, mais c'est moins bien. Ça défend moins bien que l'année dernière. C'est bien parce que le coach, il essaie de construire son banc en vue des playoffs. Donc, il donne des minutes à plusieurs joueurs. Mais ça a des conséquences sur le résultat direct. Et en termes d'alchimie, là, il y a un truc qui me dérange un petit peu. J'ai perdu un peu ce mordant qu'ils avaient l'année dernière. Karl Anthony Towns, c'est une des raisons aussi pour lesquelles New York est moins bon cette année. Hein. Parce que concrètement, il était, j'avais rien à dire sur son adaptation à New York l'année dernière. Il était très très bien rentré dans l'équipe, etc. Mais je trouve que cette année, il est beaucoup moins, enfin pas beaucoup moins bon, mais tu sens que c'est pas le même joueur que l'an dernier. Tu sens qu'il est moins efficace. Il se fait, moi j'ai vu une image, il s'est fait huer par le public des Knicks dans la défaite contre Phoenix après un airball à 3 points. Tu sens que c'est compliqué. Towns, c'est pas le même joueur qu'il était l'an dernier. J'espère quand même qu'il va revenir à ce calibre-là de joueur important qu'il était l'an dernier. On sait en playoff aussi contre Détroit, il a été important dans les moments clutch. Donc j'ai envie de voir comme un Towns revenir à ce niveau-là, à ce niveau de comme de second patron après Jalen Brunson. Et je pense qu'après l'équipe ira beaucoup mieux. Est-ce que toi, tu identifies, Adam, une problématique dans le jeu pratiqué par les Knicks qui pourrait leur poser quelques soucis en playoff? Est-ce que tu les suis? Est-ce que t'as ou... Je les suis pas vraiment, mais je vois que défensivement, c'est pas trop solide. Beaucoup moins qu'à l'époque Thibodeau. Ouais, beaucoup moins. En attaque, est-ce que tu serais d'accord que je trouve qu'il y a une Brunson dépendance un peu trop... comment dire, un peu trop exagérée, parce que c'est de l'abus. parce que pour moi, que Brunson soit le patron, c'est très bien. Problème. Il n'y a pas de discussion. Que ce soit un maestro, indiscutable. Mais qu'il devienne prévisible et qu'il prenne une dynamique où maintenant Brunson doit travailler 2 fois plus dur maintenant pour trouver des espaces et prendre des shoots. Où les derniers matchs que je regarde, c'est beaucoup de prises d'isolation. Il prend des step back, il dribble 3, 4, 5, 6 fois. C'est assez statique. Alors que Brown est un coach qui est tout à fait capable de mettre en place
beaucoup plus de mouvements. On sait que on a vu ce qui se passait du côté de Sacramento, hein, avec Fox, Monk, excusez-moi, avec Fox et Monk où ça courait à tout va, ça prenait des shoots dans tous les sens, ça jouait très très délié. Du côté de Sacramento, il y avait un problème défensif également. Et donc maintenant, du côté des Knicks, on est en train de revoir le même problème. Mais au moins, offensivement, tu peux avoir ce répondant où tu pallies à quelques carences défensives. Et c'est là où le jeu pratiqué par les Knicks m'inquiète un petit peu. Et quand je dis un peu, c'est vraiment un peu. Je dramatise pas le truc. Je pense qu'ils vont aller loin en playoff et que ça va se taper et qu'en plus, une fois que tu arrives en playoff, vu que ça se joue plus sur demi-terrain, bah, quand tu as Bronson à la baguette, c'est plutôt garanti de réussite, ou en tout cas, ça te met dans les bonnes dispositions. Mais je suis tout de même un peu sur ma faim vis-à-vis de ce qui est proposé offensivement. Je trouve que c'est prévisible, c'est statique, c'est pas trop de mouvement, ça n'utilise pas vraiment les qualités du roster qui sont là. Et tu vois, un Yabusele, on peut dire ce qu'on veut, c'est un joueur explosif en sortie de banc qui pourrait t'amener beaucoup plus de peps si le jeu était plus délié. Mais comme c'est un jeu très stéréotypé où maintenant Yabou, il est obligé de venir faire un pic roulé, ça va popper une fois de temps en temps, mais s'il n'a pas le tir ouvert, bah, il est supposé redonner la balle tout de suite à Brownson. Ouais. Bon, voilà. Moi, j'avais dit, hein, Brown, là, c'est pas le coach qu'il fallait à New York. Ils m'ont pas écouté. Ils m'ont pas écouté. Des contacts. Mais pour finir rapidement sur Détroit, moi, ce qui va m'intéresser, plus que voilà, ce qui va se passer l'année prochaine, parce que là, je pense qu'ils sont sur une dynamique. Le prochain trade qu'ils vont faire, il va être capital. Parce que là, l'équilibre, il est bien. Si vous ramenez quelqu'un qui va déséquilibrer l'équilibre de l'équipe, là, ça peut être très dangereux. Je sais pas si faut prendre un défenseur ou un troisième couteau en attaque. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, ouais. On verra. Okay. Chicago, tu gardes un œil attentif dessus? Ouais. C'est l'équipe que je suis à l'Est, hein. Ouais. C'est ton bébé un peu? Ouais, toujours. En difficulté, hein, comme chaque année, mais toujours dans le cœur. Hein. Toujours dans le cœur? Ouais. Tu penses que c'est quoi la clé pour redémarrer un cycle vertueux du côté des Bulls? Tu penses qu'il manque quoi exactement? Sans te mettre dans les problèmes, mais avec, on va dire, avec une vision basketballistique, tu vois, pertinente, parce que on sait que toi, tu as un œil avec beaucoup plus de connaissances sur comment fonctionne cette franchise, et en plus, tu as un affect qui fait que tu suis beaucoup plus que peut-être d'autres franchises. Dans la construction d'équipe, peut-être, est-ce que tu penses qu'il y a un ajustement particulier à faire, ou que tu aimerais voir cette équipe changer un truc spécifique, ou peu importe, vas-y. Je pense qu'en fait, ils ont pas mal de bonnes pièces. Ils ont un corps qu'ils avaient encore quand j'étais là-bas à l'époque, avec Kobe, Patrick Williams. Si on ajoute Ayo, des joueurs comme ça. Je pense que défensivement, il faut des stoppers aussi. C'est une équipe qui manque de régularité en défense. De dureté. Parce qu'ils peuvent mettre des points. Hein. Ils peuvent mettre des points. Offensivement, c'est dur. Hein. C'est talentueux. Hein. T'aimes bien Boukelis? J'aime beaucoup. Et ouais, je pense que même au niveau être entouré aussi peut-être de vets, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes, même s'il y a Vucevic. On le voit beaucoup frustré, Vucevic, parce qu'il voit que même quand il y avait eu les victoires en début de saison, il savait que c'est un peu de la poudre de perlimpinpin. Ouais, parce que... Ouais, il y avait un oracle sur ce plateau qui l'avait dit, mais on l'avait pris pour un fou. Non, on avait le droit d'apprécier ce qui était proposé en début de saison. Parce qu'on sent qu'il y a ce manque aussi d'expérience dans les décisions. Et c'est un joueur qui a fait des années en NBA, qui en a de l'expérience. Donc, je pense que ça doit le frustrer, certaines situations. Mais ouais, je pense qu'il manque ce caractère défensif dans la dureté, parce qu'offensivement, ils ont tout pour. Et... Au final, tu parles d'une ligue où l'attaque est avantagée et recherchée, où on veut des grands scores, on veut des box scores qui dépassent les 120, les 130, des highlights à tout va. Donc, on fait des règles pour permettre aux joueurs offensifs talentueux d'avoir l'avantage. Et puis aussi, il y a un changement de culture. On en a discuté, on va en discuter très souvent, où maintenant, c'est data analysis, c'est que layup ou 3 points. Et les Bulls restent l'équipe qui artille le plus à 3 points de la ligue. Il y a eu des matchs... où ils sont allés jusqu'à 60 tirs à 3 points tentés. Quoi qu'il arrive, au final, pour réussir, peu importe le championnat, je pense que tu seras assez d'accord avec moi, si tu n'as pas cet équilibre attaque-défense... Ouais, c'est compliqué.
c'est compliqué. Parce que toutes les bonnes équipes dans cette ligue, elles ont les deux. Ouais. Elles ont des stoppers, des gens qui peuvent tirer en attaque. Si t'as pas ça, Mais c'est pour ça, Mills, que je rebondis vite fait sur le fait que tu dises oui, pour les Lakers, il y a une faute, presque une faute professionnelle parce qu'ils perdent contre les Hornets. Mais ce que Monsieur Mokoka est en train de mettre en avant, c'est qu'au final, chaque soir, tu as tellement de talents offensifs disponibles au sein de chaque équipe. Bah, sur une soirée, tu peux prendre le bouillon face à n'importe qui. C'est clair. Il suffit d'un coup de chaud, il suffit qu'une équipe soit sur 3 matchs en 5 jours. Tu joues un adversaire qui n'a pas eu de match depuis 2 ou 3 jours. Et avec le talent et peut-être le manque de fraîcheur physique, bah, tu te manges un bouillon. Et c'est pour ça que tu regardes, même à l'époque où les Bulls établissent le record de 72 victoires avant que les Warriors le brisent. Mais dans les 10 défaites qu'ils avaient eues, il y en avait 3 ou 4, c'était contre des équipes de bas de classement en NBA. C'était pas contre des contenders directs. Je suis d'accord, juste pour conclure, oui, je suis d'accord avec toi, mais quand tu perds, tu mets 35 points par Charlotte et 2 jours après, tu prends 132 points par Portland. Non, mais il n'y a pas de défense dans cette équipe. je parle- De toute façon, on a vu les isolations. Mills, On a vu les moi, isolations. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis Non, d'accord avec Mills, toi. tu as non seulement entièrement raison, mais on pourrait faire toute une intervention pour parler de l'énorme problème identitaire des Lakers, notamment défensif. Mais ça reste quand même vrai par rapport à la globalité, tu vois, où tu vois plein de scores des fois. J'imagine les parieurs sportifs, ils doivent perdre la tête parce qu'ils se disent non, ça c'est sûr, c'est une victoire. ouais. Bim, moins 15 contre. Les mecs sont côté C'est match. possible. Non, ok. Bon, Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, je demande juste aux Bulls de reprendre Lonzo Ball. C'est tout ce que je demande. elle a une Lonzo Ball chez vous, vendetta là. contre Lonzo. Voilà. Elle a une En tout vendetta. cas, allez. Parlons maintenant des agents, là. Rich Paul, l'agent de LeBron James, a suggéré dans son podcast que les Lakers échangent Austin Rivers contre Jaren Jackson Jr. Austin Reeves. James Austin Rivers, c'est. Oh, Reeves, pardon. Ouais. Non, mais en fait, tu sais quoi, t'as fait un lapsus magnifique. Exactement. Tu sais pourquoi, C'est un bon. tu sais pourquoi ton lapsus il est magnifique? Parce que Austin Rivers, justement, il a fait une intervention magistrale où il a parlé juste de Rich Paul en lui disant mais pourquoi même t'as un podcast? C'est dingue. Ah, Mais moi, Pourquoi même t'as un podcast? j'ai une question parce que c'est quand même une dinguerie. Je trouve que. Est-ce que vous trouvez que le fait que les agents comme Rich Paul et tout, est-ce que c'est une bonne chose qu'ils fassent des déclarations publiques comme ça? Est-ce que c'est une bonne chose pour la NBA? Ouais. Quand on connaît l'importance de Rich Paul dans beaucoup de trades, etc., on sait à quel point c'est fort parce que les podcasts sont très suivis en NBA, on le sait très bien. Rich Paul, d'un coup, on sait très bien qu'en plus, c'est l'agent de LeBron James, donc c'est pas l'agent de n'importe quel joueur, donc c'était l'agent le plus connu de la NBA. Clairement. Arrive, se pose sur une chaise et commence à dire ah oui, les Lakers, peut-être qu'il faudrait vendre, faudrait changer Austin Reeves. Austin Reeves qui sort surtout sa meilleure saison. Il vient de démarrer. En plus, on l'a vu sans la présence de LeBron. On sait que le duo avec Doncic c'était un très très bon duo. Puis ça remettrait la balle dans les mains de qui? attends, on va laisser finir, parce qu'on va attraper son gars. Non, Ça remettrait la balle dans les mains de qui? totalement, en fait, là, ça met, il faut savoir C'est une comme bonne chose pour toi? ouais, c'est pas une bonne chose. Déjà, c'est l'agent de LeBron. Ok. Donc, c'est-à-dire que dans tous les cas, il met son propre client dans une merde, mais bon, LeBron, c'est géré, je pense, à ce moment-là. Mais, quand on voit déjà LeBron essayer d'éteindre l'incendie, oui, Rich Paul, en fait, ce qu'il fait, il dit oui, quand je suis en podcast, je suis pas agent. Je peux pas, c'est pas comme ça que ça marche. Get the... C'est pas comme ça que ça marche. C'était FRER. Tu vois, donc, Non. concrètement, très mauvaise idée. Très mauvaise idée qu'il ait un podcast. Très mauvaise idée de ce qu'il dit. Et je vais laisser justement les deux quarantenaires s'expliquer par rapport. Oh, ça veut dire quoi, parles ça? de Ça l'âge. veut dire quoi, ça? Ah. Tout de suite, Mais parce que on c'est parle pas d'âge. des Toi- 84, on sait de qui vont parler. Eh, Alors, toi, t'as de la chance, j'ai pas ramené les... Moi, t'as 84. T'as pas amené les flingues. Regarde, Non, Regarde. honnêtement. Le truc, c'est que Rich Paul, il veut être une rosta. Et tu sais pourquoi? Bon, autant c'est l'agent de LeBron James et tout, mais vas-y, c'est le petit de LeBron James. Même chez lui, c'est lui le petit. D'Adèle, merci. Sa femme, c'est Adele. C'est-à-dire qu'en termes de star power, petit, va me chercher une canette. Et il y va. Vous rigolez, mais ça, c'est des choses très importantes. Et le fait qu'ils veulent toujours se mettre en avant, il veut toujours parler, il veut trop faire l'ancien. Moi, il y a une espèce de condescendance quand il parle. J'ai l'impression que le mec, il a tout compris à la vie, etc., etc. Et vous ne me ferez pas croire qu'il ne parle pas avec l'aval de LeBron. Parce que quand il dit des trucs comme ça, on sait très bien comment LeBron c'est un GM aussi dans son côté, etc. Tu viens de dire aujourd'hui
tu te permets de dire que c'est Reeves le problème des Lakers, que c'est lui qu'il faut trade. Là, on a vu ce qu'on a vu. LeBron, c'est joueur all-time, tout ça, il y a aucun problème. Sauf que là, dans la dynamique, là, ton client, là, c'est pas lui. C'est pas son, c'est plus son moment. Ça y est, c'est terminé. Mais Clutch Sport, encore une fois, la narration, ils veulent contrôler la narration, ils veulent influencer. Et il y a plein de trucs qu'ils font devant et surtout beaucoup de choses qu'ils font derrière, behind the scenes, tu vois ce que je veux dire, pour le dire en bon français. Et l'agent de Reeves, il a bien répondu. Je trouve qu'il s'est bien défendu. Il a dit, mais attends, non, mais toi, tu te prends pour qui? Tu viens, tu dis des trucs comme ça. Surtout, tu sais l'influence que t'as, et ça pourrait jouer contre les intérêts de mon client aussi, tu vois. Donc, non. Rich Paul, là, arrête ça. Il y a rien de gratuit. Il y a absolument rien de gratuit. C'est bien entendu quelque chose qui a été discuté, éventuellement mis sur la table, à un moment donné, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais quand on apprend certaines informations ou qu'on connaît certaines choses, on sait que c'est un reflet direct sur nous. Pourquoi est-ce qu'il y a des joueurs NBA qui perdent tout de suite leur partenariat, leur sponsoring, dès qu'ils ont fait une dinguerie, des mecs, Ja Morant qui fait les flingues, tout de suite, il y a Kanye West fait des déclarations de folie, donc derrière Adidas se sépare de lui. Ça arrive tout le temps. Donc, on est toujours à l'image d'une manière très proche ou un peu éloignée. On est toujours associé, on est toujours inclus dans ce qui est véhiculé par les gens auxquels on s'identifie et auxquels on s'acoquine. Bien sûr. Donc, le moment où Rich Paul prend la décision de faire des interventions, il sait pertinemment que ça va, de manière directe ou indirecte, influencer et le narratif et ce qui peut être perçu de la part des gens. Parce que maintenant, tout le monde va dire, et même si LeBron dit que c'est pas vrai, même si LeBron peut même dire la pure vérité, dire je n'ai aucun contrôle sur ce qui a été dit et d'ailleurs je ne partage pas cette opinion. Même si c'est vrai, on va faire. Le mal est fait. Le mal est fait. Tu vas me dire que toi, ton agent et ton gars comme ça, là, vous êtes là comme ça et lui il dit ça et vous en avez. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe, tu fais du mal. Tu fais du mal. Et donc le souci par rapport à ça, et Austin Rivers l'a dit mais de manière magistrale, il n'y a pas un agent NFL qui a un podcast, pas un agent NBA qui a un podcast. Vous pouvez m'éduquer, hein. Il y a un agent du foot mondial qui a un podcast. Pourtant, le foot, ça brasse encore plus d'argent. Non, ils peuvent intervenir ici et là en tant que consultant. Écoute, Olivier Mazet, c'était mon agent. Il a déjà fait des interviews. Mais de faire des interviews, c'est pas avoir un podcast numéro 1. Et dans l'interview, c'était quoi? Parler de son parcours, parler de la gestion, comment il gère son travail, de ci, de ça. Mais il est pas là en train de faire des déclarations, en train de dire, ouais, vous savez, Nadir Rifi, ce serait bien si TJ Short s'était échangé au Pana parce que... Non, tu vois ce que je veux dire? On va pas te sortir une dinguerie comme ça. Non, bien sûr. Imaginez maintenant qu'il y a un Olivier Mazet qui sorte l'année dernière, qui dise, ouais, mais vous savez, à l'intersaison, enfin, là, la mi-saison, là, il y a peut-être un trade. Moi, je verrais bien TJ Shorts aller au Pana. Non, c'est un truc, c'est de la folie. Donc, t'es en train de dire ça alors que Austin Reeves, il est à 26 et quelques points par match. All-Star en puissance le moment où... Avant qu'il se blesse. Après, les gars, il y a un truc aussi, c'est que, normalement, agent, c'est un métier de l'ombre. Tu vois ce que je veux dire? T'es là pour faire briller tes joueurs et pas pour briller toi. Mais le gars, peut-être, prépare son après LeBron. Real G's move in silence like lasagna. Merci les jouets. Merci les jouets. Voilà. Donc, vrai ou pas vrai? Facts. Real G's move in silence like lasagna. À un moment donné, tu ne peux pas te mettre dans cet espace-temps-là. C'est pas possible. Mais bon, il sait très bien ce qu'il fait. Même le choix de Max Kellerman, tout ça, c'est pour, voilà. Et puis Max Kellerman, etc. On sait très bien. Il pensait qu'il allait nous berner. Oh non, mais je veux pas te mettre dans les problèmes. Je te jure, c'est cool. C'est burlesque, j'ai envie de dire. Burlesque. Les gros mots. Bon, allez. D'ailleurs, toi, question totalement alignée avec ça, mais juste par curiosité. Dans le choix de tes partenaires, dans le choix des sponsors avec lesquels tu collabores et des trucs comme ça, c'est très important ce qui est véhiculé. Est-ce que tu fais attention à ça? Ouais, parce que si on partage pas les mêmes principes et valeurs, ça va être dur à un moment donné de représenter, que ce soit cette marque ou autre. Parce que tu vas te sentir forcé. Moi, je suis pas quelqu'un qui veut me forcer pour l'argent, dans le sens où aller à l'encontre de mes principes ou de mes valeurs juste parce que je me dis que je vais me faire beaucoup d'argent, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser, tu vois. Je préfère même me développer avec une marque où je sens que je peux grandir. On partage vraiment quelque chose dans ma journée ou dans ma carrière ou même dans le reste de ma vie. Mais quelque chose juste pour le faire, pour un contrat, non, c'est pas quelque chose qui... Est-ce que tu
tu dirais que ton agent est très similaire à toi dans sa personnalité et dans la manière de faire les choses? Parce qu'on sait que tu es quelqu'un de travailleur, casanier, discret. Ton humilité est indiscutable. Donc, ce qui veut dire, c'est est-ce que tu moves une silence like est-ce que t'es un real G? Non, mais par exemple, parlons, parce que toi, ton agent, est-ce que tu penses que vous avez la même énergie, vous avez le même type de fonctionnement? Ouais, je pense que en plus on est transparent. Donc moi, je dis les choses direct dès qu'elles me viennent. On se parle comme on se parle, toi et moi. Il n'y a pas de politique ou vraiment c'est transparent et il y a de la cohérence. Il y a de la cohérence et il a son point de vue durant vu son expérience en tant qu'agent. J'ai aussi mes ambitions et mes volontés de joueur. On arrive à matcher ça, à trouver de la cohérence dans les décisions, même dans les partenariats, que ce soit les marques ou les choses comme ça. Donc we move in silence, comme tu dis. Move in silence. On peut pas se mettre dans la tête de LeBron, mais un truc comme ça te serait arrivé. Par exemple, tu serais dans une position où ton agent aurait fait une intervention comme ça, un truc très similaire. Tu vois il y a beaucoup de bagages dans une déclaration comme ça. Et après, ça va faire couler de l'encre et autres. Dans ton vestiaire. Et dans tout dans toutes les ramifications que ça puisse avoir. Est-ce que toi, en partant du principe que tu t'identifierais pas à ce que lui est dit, comment tu gérerais ce problème-là? Et surtout, est-ce que ça remettrait un peu en question ta collaboration avec cet agent-là? Si je suis à l'encontre de ce qu'il dit. Ouais, dans le sens, c'est la même situation. Rich Paul, LeBron, tu vois. LeBron a dit non, moi je maîtrise pas, c'est pas moi, nanana. Techniquement, si c'est ça, il y a un problème à la maison. Parce que le mec, il est supposé protéger tes intérêts, il est en train de te mettre dans la sauce. Donc, surtout quand t'es LeBron James. Mais à ton échelle à toi, un mec qui fait un truc comme ça, où tu es en désaccord avec lui, comme LeBron a dit qu'il était en désaccord, comment tu gères la situation? Pour l'anecdote, c'est quelque chose assez pas exactement la même chose, mais quelque chose, on va dire, similaire. J'avais joué à Nanterre. J'étais pas avec l'agent qui me représente aujourd'hui. Big up à Olivier Mazet. Mais j'avais un agent à l'époque où, quand je jouais à Nanterre... T'es avec Olivier maintenant? Ouais. Ok. C'est le Olivier Show. Voilà, écoute, mais à un moment donné, il y a une raison. Hein. J'avais un agent avec qui je bossais quand j'étais à Nanterre et disons que il a poussé certaines infos dans les journaux, dans les médias, hein. Dans les médias, pour dire comme quoi ce club était prêt à me signer. Alors c'était dans une période de renégociation de contrat ou de prolongement potentiellement? Exactement, j'étais en renégociation ou peut-être en prolongement de contrat. Ouais. À ce moment-là, avec le club dans lequel j'étais, et il s'est permis, sans vraiment mon accord, de dire ça dans les médias, comme quoi j'allais peut-être signer dans un autre club, ce qui m'a mis en porte-à-faux dans mon club. Et ouais, on a eu une conversation droit dans les yeux en se disant moi je fonctionne pas comme ça, t'aurais dû me dire les choses avant. Et mais donc t'as un degré de tolérance où tu donnes une deuxième chance, ou ça c'est généralement deal breaker et ça te touche au moins de... Non. Disons, si les raisons peuvent me faire comprendre pourquoi il a agi comme ça, je pourrais prendre du recul, peut-être laisser une deuxième chance comme tu dis, mais ça n'a pas été le cas. Et... Okay. Après, bon, ça c'est les techniques d'agents. Ouais. Ils font beaucoup de trucs comme ça, mais c'est vrai que toi, en tant que joueur, toi, tu parles avec l'équipe, lui, il dit des trucs comme ça, là, tu reviens dans ton équipe, tu look crazy de fou. Il te regarde, il dit, c'est un ouf, lui, en vérité. Surtout que l'info, je l'avais eu le jour du match, et on jouait contre la même équipe. Ah, c'est dinguerie. Dire que les gens vont regarder ton match, il a raté ce rebond-là, c'est bizarre. C'est peut-être que... J'avais mes coéquipiers qui venaient me voir, ah ouais, on a vu que tu vas partir là-bas, et j'étais pas au courant parce que j'avais pas eu l'info. Ah ouais. C'est après le match que j'ai compris. Ah ouais. Malaise. Truc de fou. Truc de fou. The Queen. What you got for us? Temps mort, s'il vous plaît. Oh là là. Temps mort. Ok, I got you. Non, You got it. Vas-y. C'est bon? Ouais, c'est bon. Vas-y. Ok. Vous n'êtes pas sans savoir que Monsieur Isaiah Thomas, le vrai, celui qui n'a pas fait la Dream Team en 92, a eu des déclarations dans un podcast dernièrement où il en a remis une petite à Michael Jeffrey Jordan.
pour leurs différends qui datent d'il y a 35 ans. Isaiah Thomas, si tu me regardes, tonton, laisse ça. Laisse, c'est bon. Passe à autre chose. Parce que là, c'est en train de te ronger. C'est-à-dire que là, on te voit, on oublie la grandeur du joueur que tu étais. Là, on te voit juste en Jordan hater. Et le fait de passer par LeBron pour dire que oui, pour essayer d'attaquer Jordan et tout, je trouve ça petit. Quand j'ai vu ça, tu m'as plus fait de la peine. Donc, tonton, on va voir un thérapeute ou quelque chose. Laisse ça. Let it go, comme on dit. Laisse, papa. C'est fini. J'espère que tu m'entendras. Voilà. Comment je l'aime pas Voilà, ce je crois joueur pour se d'ailleurs. ressembler des temps morts, tu vois. Voilà. Je t'ai dit. C'est bon. Non, fallait que je fasse ça parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit mais non, toi aussi. Il s'affiche, oui, non, vous avez un joueur qui est meilleur, mais vous le faites passer pour un clochard. Mais personne n'a dit ça. On te dit juste que. Mort. Mais ça date d'il y a 35 ans. Mais vous l'aimez vraiment Tu bien. vois, comme je t'ai dit. C'est voilà. chaud. Voilà. On dirait les vieux tontons Z là qui disent non. allez. Mais vous voulez. Là, c'est ton Gatsen qui parle, là. Le Gatsen qui dit quoi, là? Tu vois, là, techniquement, Ali, quand ça s'est passé, tu n'étais pas né. Oh. J'ai le droit de le dire ou pas? J'ai le droit de le dire ou pas? Ouais, vas-y. Là, t'as le droit, vas-y. Ah, là, voilà. Mais maintenant, vu que tu me lances une petite pique, maintenant, je vais te lancer une petite pique aussi. Mhm. Parlons de ton équipe chérie. Mon équipe chérie? Moi, j'ai pas d'équipe chérie. Ouais, alors, Je suis d'une impartialité absolue. ouais. Les Bucks? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas mon équipe chérie, mais la fibre. Ah, Ah, c'est deux Yanis, Grecs en qui jouent fait. là-bas. C'est C'est grec. grec. Mmh. C'est ça, on le La fibre patriotique à 50%. Non, mais Tu vois, T'as le droit. Je suis moitié-moitié. Donc, Ouais, donc, vraiment. selon toi, c'est l'équipe surprise, c'est l'équipe surprise hein, qui allait faire une bonne saison cette année. Écoute, j'avais envie d'y croire pour plusieurs raisons. Avant la blessure de Yanis, c'était plutôt pas mal. C'était assez correct. Je veux dire, il y avait pas. Mais... Oui. C'était dans le top 6. 11e aujourd'hui. Ça avait bilan positif. Et puis Yanis. Je me rappelle. Non, mais Yanis, derrière, il y a l'écroulement total parce qu'une fois que lui quitte le navire, entre guillemets, à cause de la blessure, bah, c'est pas comme Denver. T'as pas la même stabilité, t'as pas la même capacité à reproduire du jeu. Pas le même coach. Et j'allais y venir. Moi, le vrai problème, Ali, et à un moment donné, il faut traiter ce sujet-là. Ce qui est proposé offensivement, ce qui est proposé dans les adaptations, même dans la capacité à rebooster la dynamique de l'équipe, parce que là, il y a une sorte de gangrène psychologique au sein de cette équipe. Il n'y a plus de combativité. Il se résigne. Tu vois qu'au fur et à mesure, il se résigne. Et le plus il se résigne, le plus Yanis se débat. Il déteste perdre, c'est viscéral. Donc lui, il va continuer à mettre des tomards sur la gueule de tout le monde. Il va même aller à l'encontre de son propre public si nécessaire. C'est-à-dire que ça peut être vous contre moi, je m'en fous. Moi, je suis juste là pour faire mon taf et gagner des matchs. Il est irréprochable. Il se donne. L'équipe ne fonctionne pas parce qu'il y a un manque criard d'abnégation. Il y a un manque criard d'identité dans cette équipe. Et le truc, et c'est d'une évidence, et je pense qu'on peut tous se mettre d'accord là-dessus, dans un projet sportif, et j'aimerais bien que tu rebondisses sur ça, dans un projet sportif, on est tous d'accord qu'à un moment donné, l'identité de l'équipe, c'est soit ton joueur star, mais très souvent, ça vient aussi, surtout, de ce qui est proposé dans le vestiaire et de ce qui est imposé dans le vestiaire et dans l'organisation de manière globale, bien sûr. Et à un moment donné, quand tu regardes ce qui se passe du côté de Milwaukee, rien que comment Doc Rivers a obtenu son spot de coach, il y a un truc un peu malsain dans ça. Dans ce qui est proposé dans la qualité du jeu, c'est faible. Et maintenant, au moins dans la combativité, de dire on propose un jeu, mais dégueu. Allez, on est stéréotypé de ouf, mais on va essayer de traire la vache jusqu'à la dernière goutte de lait. On a Yanis, on va essayer de le gaver de ballon, et on va essayer de mettre des tirs autour de lui. Parce que quand tu as un joueur comme Yanis, il faut juste mettre des shoots. Mais justement, parce que là, justement, on parle de Milwaukee, mais il y a eu justement un incident qui s'est passé justement cette semaine lors de la défaite contre Minnesota à moins 30. Après un panier de Yanis, justement, on a vu justement les fans des Bucks huer justement leur propre équipe, alors que Yanis... Doucement avec justement, Mills, doucement. Et que doucement, il faut que... là, je suis obligé de t'attraper par le col, là. Tu l'as dit 6 fois, frérot. C'est quoi? Yanis. S'il te plaît. Ah, Yanis. Oh, pardon, excuse-moi, oui, c'est vrai que technique. Et du coup, il a répondu en disant justement boue et Il a fait pareil, en montrant son mécontentement justement face aux fans. Toi, qu'est-ce que tu penses de
imagine toi, enfin, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, t'as tes propres fans ou pendant que dans un match, vous êtes encore sur le terrain, qui vous huent, qui sont contre vous, qui montrent vraiment que là, pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Comment tu réagirais? Est-ce que toi, sur le coup, tu le prendrais en disant, ah, peut-être ils ont raison, peut-être qu'on n'est pas bon et que on doit se la fermer et jouer? Ou plutôt que tu réagirais aussi de manière aussi intensive que Giannis, c'est-à-dire aussi répondre comme quoi c'est pas normal ce qu'ils font et qu'ils devraient justement soutenir leur équipe pendant les périodes compliquées. Bah, un joueur comme Giannis, il a tellement apporté à Milwaukee. Il est un peu costaud, j'ai eu peur de le reprendre. T'as vu les épaules du bonhomme? Je suis costaud, les gars, mais je sais choisir maintenant. Non, mais je trouve qu'il a tellement apporté à Milwaukee. Ouais. On peut pas lui donner ça. Ouais. Le huer alors qu'il a ramené il a ramené un titre. Comme il a dit, il a battu tous les records là-bas, quasiment. Ça, c'est un peu lui cracher dessus. Je trouve. Ouais. Et personnellement, j'ai pas eu cette expérience-là. Je sais pas comment je le prendrais, mais je pense pas que je le vivrais bien non plus. J'ai vu aussi en Europe les fans du Partizan. Ils ont eu la même réaction envers leurs joueurs. D'ailleurs, il y a eu un peu un joueur qui s'est effrité aussi avec leurs supporters. Donc, je pense faut aussi se mettre à la place des joueurs. On est passionnés, on donne corps et âme pour notre métier. On sacrifie beaucoup de choses. Et le fait de se faire huer sur une prestation, sur toute une saison, je trouve c'est... Partizan, c'est différent. Mais je pense que, pour le coup, premièrement, c'était pas dédié à Giannis directement. C'était pas une pique personnelle à Giannis. Lui, il réagit de la manière dont il réagit toujours. Dès qu'il y a quelque chose d'antagoniste envers lui, c'est un taureau, en fait. Hein. Il voit rouge, c'est tout ça. C'est tout simplement ça. Il est peiné, mais c'est de toute évidence qu'il a conscience du pourquoi, du comment l'équipe est huée. Moi, le problème que j'ai, par exemple, quand tu regardes ce qui s'est passé du côté du Partizan, c'est entièrement justifié ce qui s'est passé. Il y a un engouement populaire du côté de Belgrade ou avec des fans d'une loyauté absolue. La seule chose qu'ils te demandent, c'est non seulement de mouiller le maillot, c'est de donner le meilleur de toi-même et on vivra avec les conséquences de maladresse ou d'autres choses. Mais par contre, l'abnégation que tu dois montrer pour défendre les couleurs partisanes, il n'y a pas de négociation sur ça. Et c'est ça qui manquait à cette équipe. Pas qu'une fois, et regarde maintenant, et on peut dire les choses telles qu'elles le sont. Ils se sont pris déjà, sur les 5 derniers matchs, 3 défaites de quasi entre 35 et 40 points. C'est juste inacceptable. Tu passes d'une salle de 21 000 places remplies, guichet fermé, à 5 000. C'est juste que les gens protestent. Du côté de Milwaukee, les gens protestent. Parce que c'est pas les défaites qui s'accumulent, c'est comment elles s'accumulent. Contre qui elles s'accumulent. Et moi, je peux comprendre la réaction des fans. Moi, je peux comprendre parce que je reste un fan avant tout. Pas des Bucks particulièrement, mais je reste un fan avant tout. C'est-à-dire que si je me sors de ma position de joueur ou de coach désormais et que je me mets dans une position de fanatique de basket qui paye son argent, où je travaille durement pour m'avoir mon abonnement ou pour aller supporter mon équipe que j'aime, vous savez pertinemment, il y a le boss qui est là. C'est Marseillais, ils les aiment, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, tant qu'ils ont mouillé le maillot et qu'ils ont montré qu'ils ont respecté les valeurs du club. Il n'y a pas de je suis plus fan de l'OM parce que les mecs ils ont perdu un match. C'est pas ça le délire. Le délire, c'est vous ne montrez même pas que vous avez envie. Moi, je vous ai parlé de quoi? Je vous ai manqué. Il y a une sorte de résignation. Et donc les gens disent vous résignez. En fait, non, mais le vrai truc, parce que il y a la situation de l'équipe et le droit absolument légitime des fans de montrer leur mécontentement. On le voit au Real Madrid actuellement, etc. Il y a pas de problème. Le truc là où je te rejoins, c'est que pas Giannis, parce que lui, vous savez très bien qu'il a tout donné. Après, en vérité, on sait très bien. Ça y est, c'est fini avec les Bucks. Il y a eu le divorce. C'est-à-dire que ça y est, on n'est plus sur la même longueur d'onde là. En vérité, Giannis, faut que tu partes. Après, mais il va aller où? dans quelles conditions, quel package, etc. Ils sont en train d'en discuter. Mais en réalité, ça y est, il y a un divorce avec la ville. Là où Giannis, il a toujours aimé Milwaukee, a eu toujours cette entente, même de l'amour fou entre les deux. Là, je pense que là, ce qui s'est passé, c'est très symbolique. Et je pense que c'est terminé. Là, mentalement, il y a un truc qui s'est brisé entre les deux. Vu qu'il va partir, allez, à l'affect ou peu importe, tu aimerais le voir où, Giannis? Vu qu'il va partir des Bucks, il va bien atterrir quelque part. Tu aimerais voir. Toi, t'as pris. Pitié. Il ira pas à Chicago. Non. Mais tu le verrais bien ou tu aimerais bien le voir où? Je sais que t'as pas préparé cette réponse, mais voilà. Est-ce que j'aimerais bien le voir? J'ai peur d'une équipe. J'ai peur de ce qui va. Moi aussi.
On vous connaît tous les deux là. Et après, je trouve que ce serait un code triche de le ramener. Vas-y. Allez, 2 destinations, 3 si tu veux pas te limiter à 1. Où est-ce que je le verrais bien, Giannis? C'est dur, hein. Ouais. Ah, parce qu'il a un Mais jeu c'est particulier. sûr, Non, non, mais Ah, particulier c'est parce sûr. qu'avec les joueurs autour, Ouais, mais ça. Ouais. genre, à Miami, avec sa mentalité, avec la hit culture et tout, ça peut pas faire un truc de fou? Tant qu'il va pas Ouais. rejoindre le numéro 30 des Warriors, moi, ça me va. C'est surtout qu'il va pas aux Warriors, c'est bon. je pensais à C'est ça, ok. je pensais aux Warriors. Non, je s'il te savais, plaît, je s'il te savais, plaît. Je pensais aux Warriors parce que je me disais, ça peut être un Mais vrai tout le monde le code drague, là, triche, c'est ouais. marrant, parce que Je tout le monde, ne veux à la pas fin de le chaque drague match, là-bas. tout le monde vient lui caresser l'épaule et tout et Mm. tout. Ça va, tu vas bien? Non, c'est ça fini, peut être, Non, ça peut Draymond Green ça va peut être être de la, insupportable. ouais. Pitié, Draymond Green va être insupportable. Non, je peux pas. Ouais, mais qui Il en te dit, fait qui te dit que wesh. Draymond sera encore là? Il ouvrirait tous les espaces pour les autres. Mhm. Oui, il serait parfait. c'est clair, c'est clair. Mais de toute façon, n'importe quelle équipe serait parfait pour l'équipe. Bah, il y a New York, Ouais. tu lui fais un pressing dedans. Non, Aussi, non, mais- Mills, je suis pas d'accord. N'importe quelle équipe? Non. Parce Non, que pas si tu l'outilles de la même manière qu'il est outillé à Milwaukee, Non, bien sûr, bien sûr. Mais après, c'est moi, juste je- changer de je maillot dis, pour avoir le même problème- type de jeu, tu Le vois. problème, c'est Doc Rivers. On veut pas le dire, mais c'est lui Oui, le mais c'est problème. lui, bien sûr. C'est bon. Et bien Le Malaki centre ne du profite problème. jamais. Hein. Mais c'est vrai que ouais, aux Warriors, Aux Warriors, je pense qu'il ferait ah, du sale. ah. Ah non, mais là, c'est même plus du ça. Ouais. C'est qu'il Il gagne tous les jours. vraiment hein. code il, triche. il rajoute 2 titres à Steph Curry et le classement, non, il. non. Le classement, il Stop devient it, plus. arrête. Ah, mais si Le classement, il Curry est avec 2 Il titres fait- en il plus. fait non, ça, non, non. Curry, il passe devant LeBron. Bah oui. Bah, Bah oui. Mais c'est pour ça que je dis d'arrêter, parce qu'il y a trop, il y a trop de. il y a trop en jeu, il y a trop en Je jeu. sais pas si les réseaux sont prêts pour ça. Non, bien sûr, ça. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, je pense qu'on peut. Oh, mais continuer. plus jamais. Nigel va pas aux Warriors. Pitié. Juste, va Bon, il y pas a aux un pas qui Warriors. vende. Hein. Non, non, j'ai assez été traumatisé comme ça. C'est bon, pardon. Maintenant, parlons d'Adam. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un arrière talentueux hein, qui évolue actuellement à Bourg-en-Bresse. Il a travaillé dur hein, pour se faire un nom. Il a compté des hauts et des bas. Aujourd'hui, c'est un vrai leader d'équipe. Moi, International français. Exactement. Ouais. Exactement. J'ai quelques questions. Qu'est-ce que Bourg, ça t'a apporté que tu n'avais pas forcément ailleurs? Ça m'a mis dans une position où maintenant c'est moi le leader de l'équipe. Durant ma carrière, j'ai souvent été le plus jeune dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai pu jouer. Et en arrivant dans cette équipe, je faisais partie des plus vieux. Et j'ai été aussi nommé co-capitaine, capitaine Kevin Kokila, avec qui on est les leaders aussi de cette équipe. Mais ça m'a beaucoup apporté de responsabilité, encore plus avoir de la discipline, être beaucoup plus vocal. Parce que quand on est dans un rôle, d'habitude dans une équipe où on n'est pas forcément, on fait pas forcément partie des leaders, on n'a pas cette voix dans l'équipe où on va donner de la dynamique, de l'énergie, des indications. Et je pense que tout ça, c'est ça qui m'a apporté à Bourg-en-Bresse ces responsabilités. Mais tu t'es découvert leader ou tu avais ce côté Monkonzi en toi? Non, je me suis pas découvert leader. Je m'affirme. Voilà. Je m'affirme en tant que ok. leader, vraiment. C'est Et que c'est là, bien c'est moi. Dans le sens où on t'a donné les responsabilités. C'est pas quelque chose que je dois aller chercher. C'est là, je m'affirme en tant que leader. Et c'est un capitanat qui t'a été donné par vote des coéquipiers ou c'est Fred Potoux qui t'a assigné en co-capitaine avec Kevin? Ouais, c'est Fred qui m'a Fred. assigné, ouais. Pour info, Fred Potoux, c'est un coach de l'équipe de France Bien sûr, actuelle bien sûr. et le coach, bien entendu, de la JL Bourg. Ouais, moi, j'ai juste une question. Là, cette année-là, tu as signé au début d'année. Là, tu fais ta meilleure saison en termes de statistiques, etc. Comment tu peux expliquer le fait que cette année-là, pas que tu t'affirmes, hein, tu le dis en tant que leader, mais là, on le voit sur les stats, on voit sur tes prestations. Comment tu sens vraiment cette année Qu'est-ce qui peut expliquer justement ce niveau de jeu excellent que je propose cette année? Je pense que déjà, j'ai une paix en moi qui fait que je suis très serein. Ok. Avec cette équipe, je prends beaucoup de plaisir à jouer. On a vraiment un bon groupe, une bonne dynamique, un bon état d'esprit.
Vous êtes jeune aussi, hein? On est jeunes, on a à peu près la même tranche d'âge, Ouais. ce qui fait que on se retrouve à peu près sur tout, que ce soit même en dehors du basket, de conversation. Ouais, parce que même les Ricains sont jeunes. Comme ça. Ouais, même les Ricains sont jeunes. Il y a Sémian Moularé qui est arrivé, provenance de Vichy, donc un des meilleurs jeunes talents d'élite 2. Et joueur qui a toutes les qualités pour réussir au plus haut niveau, qualité athlétique, de vitesse et autres. Donc au final, c'est un groupe de jeunes chiens, quoi. Ouais. Il y a vraiment que des dogs dans notre équipe. Vraiment. Mais tu et c'est ce que j'aime aussi, c'est que je vais à la guerre avec des soldats. Je sais pas où je me retourne, j'en vois que un ou deux. C'est vraiment, je sais qu'il y a tout le monde on est tous ensemble. Il y en a pas un qui laisse l'autre. Non, mais ça se voit. Mental, c'est dur. Toujours confiant. Mais ouais, je prends du plaisir avec cette équipe. Hein. Vraiment, c'est grave du fun. Je me sens à l'aise. Hein. Ça te met de la pression de prendre le capitanat et de devoir justement être plus vocal, parce que t'es un mec érudit, mais t'es pas le mec le plus affable à vouloir toujours aller faire la chicotte ou autre, rigoler avec les gens. T'es toujours dans ta bulle un peu. Donc le fait qu'on te demande, toi, d'être plus vocal, et de simplement guider les gens avec tes qualités propres, mais aussi de la communiquer aux autres, c'est quelque chose qui t'a perturbé initialement, ou au final tu te trouves assez à l'aise dans ce rôle-là, où tu te sens un peu encore perfectible? C'est quelque chose où j'ai dû vraiment m'adapter aussi, parce que c'était pas comme quelque chose que j'avais de naturel, on va dire, être très vocal. Donc j'ai dû m'habituer, ça m'a pris beaucoup d'énergie aussi, dans le sens où parler, ça demande de l'effort. Parler avec au groupe ou en individuel, pendant le match. Pendant le match, à tout moment, vraiment, même en dehors, pour avoir les liens, pour avoir l'alchimie. C'est quelque chose qui m'a demandé de l'énergie, mais c'est quelque chose qui me fait grandir. Je l'ai accepté parce que je sais que c'est quelque chose qui allait me faire devenir meilleur. Et j'ai pas eu du tout de pression par rapport à ça. Je pense que j'étais excité et on va dire que j'apprends toujours, mais c'est beaucoup plus naturel maintenant. Moi, j'ai envie de te faire part d'une observation que j'ai faite en regardant et ton parcours, mais surtout ta saison. Là, t'as dit un mot, t'as dit le mot paix. En fait, je trouve que ça se voit parce que là, il y a un espèce d'alignement où déjà, voilà, par rapport à ton âge, t'as plus 22 ans, t'en as 27, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, 5 ans, c'est significatif. Tout ton parcours, tout ce que t'as. Là, j'ai l'impression que t'es aligné avec le projet sportif, donc te donner des responsabilités, mais aussi avec la ville, le coach. Tu vois, il y a une espèce d'alignement de toutes les étoiles là qui te permet de performer tranquille, sans pression, mais personne va me marcher dessus aujourd'hui. Je pense que toutes les conditions elles ont été faites pour que je sois bien. Comme t'as dit, la ville, je me retrouve à Bourg, ville plutôt calme, petite, où tu peux être vraiment concentré sur le basket. Les infrastructures, elles sont incroyables. L'organisation, elle est carrée. Le coach, je le connais depuis jeune. On a gagné ensemble en U16, équipe de France, les championnats d'Europe. Même le retour en France, déjà, il me fait du bien, ça me pose. J'en rigolais avec ma sœur, je disais même des fois à revenir, juste être à la boulangerie, voir des choses françaises, tu te sens bien, tu vois les prix en euros. L'odeur du pain chaud, les croissants. C'est des choses qui te mettent à l'aise. Donc en fait, je suis dans un confort, mais avec des responsabilités qui me poussent à être meilleur. Donc je suis pas non plus sur mes acquis. Je cherche toujours à évoluer, mais dans les meilleures conditions. C'est pour ça que je suis dans ce confort-là. Non, ça se voit. Ça se voit et je pense que tu pourrais en parler à d'autres. Soyez en paix, en vérité. Être trop crispé, être toujours vouloir surperformer, à un moment donné, alignez-vous avec vous-même et vous serez plus performant sur le terrain. Ça vient avec la bouteille, tu sais, Flexa, c'est pas évident. On parle d'un jeune homme qui a été tout de suite mis dans la moulinette. T'es dans un rythme NBA où t'es beaucoup livré à toi-même. Il sort un peu de nulle part parce qu'au niveau des radars français, c'était pas non plus le truc le plus évident. Il y a beaucoup de joueurs. Quand tu penses aux jeunes des Kings, Reno,
oui, il a fait les sélections jeunes, mais il n'a pas joué en France. Il est tout de suite parti aux États-Unis et autres. Donc, tu vois, pour Adam, c'est un joueur qui était un peu inconnu au niveau des fans de basket français. Et donc, il se retrouve à beaucoup voyager, à être dans des pays différents, cultures différentes, livré à être beaucoup plus autonome sans forcément être préparé à ça tout de suite. Sachant que le professionnalisme qui t'est demandé pour pouvoir maîtriser tes émotions, et maîtriser ton éthique de travail, et maîtriser ton hygiène de vie, et maîtriser tout ce qui est à côté, même tes finances, tout. Bien sûr, c'est important. Et donc là, il effleure à peine son prime. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il effleure son prime. Par rapport à les qualités athlétiques, il les a toujours eues. Qualité de tir, il les a toujours eues. Percussion, il les a toujours eues. Mais maintenant, il a aussi la lecture, l'anticipation, la compréhension des choses, tu vois. J'ai vu le match contre Beşiktaş. Malheureusement, Bourg-en-Bresse a perdu le match retour face au Beşiktaş. Il y a quatre grosses cylindrées, dont vraiment 3 grosses cylindrées qui sont favorites pour le titre cette saison. La JL en fait partie. Il y a Beşiktaş qui en fait partie avec le nouveau coach de la sélection serbe nationale. Et il y a l'Hapoel Jérusalem. T'as une autre équipe serbe, j'ai même pas envie de une autre équipe turque, excusez-moi, j'ai même pas envie de la mentionner. Pour moi, elle est un ton en dessous des 3 que j'ai mentionnés. Et tu vois, quand tu le vois évoluer dans les matchs, il a peut-être les qualités pour pouvoir prendre le jeu plus à son compte par moment, mais il le fait dans un rythme qui correspond à ce dont l'équipe a besoin. Alors que quand tu es plus jeune, tu peux peut-être, toi, te tromper un peu dans ton timing. Tu le fais avec une bonne volonté. Tu le fais parce que tu as envie d'aider l'équipe à gagner et tout ça. Mais quand tu arrives à une certaine compréhension, à une maîtrise de toutes ces choses-là, le capitanat aussi, c'est quelque chose qui est significatif. Parce que le capitanat, tu dois être sensible à toi-même, tu dois être sensible aussi aux autres. Trouver les mots justes. Ouais, c'est du management. Ouais, tu vois, t'as le petit Assemir Moulari, par exemple. Il est jeune encore, donc il va faire des erreurs. Quand le capitaine il arrive, il fait t'inquiète, ok, remets-toi dedans. Un truc que maintenant, lui, il doit être capable d'identifier ces moments-là aussi. Et donc, c'est quand tu parles de lui en étant en paix, c'est aussi lié au fait que il a traversé les moments, il a voyagé, il a probablement douté par moments, est-ce que j'ai pris le bon wagon, est-ce que je fais les choses que j'ai besoin de faire. Maintenant, il est international, il est dominant, c'est le meilleur joueur d'une des 3-4 meilleures équipes françaises. Et il y a une évolution naturelle. Donc, moi, à titre personnel, quand je dis je suis fier de toi, c'est pas fier de toi parce que tu es mon petit, mais je suis fier de voir l'évolution que tu as eue sur les dernières années, parce que le moment où on te découvre et on commence à t'apprendre un petit peu et que tu t'avères être un des meilleurs talents, surtout à ton poste de jeu en France, on voit l'évolution. En tout cas, ceux qui suivent le basket, de ton passage à Nanterre, maintenant à la JL Bourg. Pour réussir la JL Bourg, il faut avoir des valeurs humaines très simples. Le travail, l'humilité, toutes ces choses-là. Donc, le fait que lui s'épanouisse là-dedans, c'est juste la révélation de son caractère profond. Ah, t'as bien fait de venir, hein, vraiment. Ah, ça fait plaisir. Merci, ça fait plaisir. Mais voilà. Non, mais c'est vrai. On voit ce que tu fais. C'est ça qu'on. Véridique. Il y a même pas. Et je te dis, j'ai joué 2 ans et demi à Bourg-en-Bresse. Je connais le président. Je sais même la communauté. Tu vois. Des relations, quoi. Non, mais tu vois, les Bressans, la communauté de la JL Bourg-en-Bresse, l'importance qu'a le club dans cette ville, tu ne réussis pas si tu viens pas pour les bonnes raisons. Et donc, il y a une raison pour laquelle la JL Bourg est en haut du panier en Eurocup et arrive à exister alors que c'est un petit village de Gaulois, entre guillemets, dans le microcosme du basket professionnel à très haut niveau. Mais il y a une raison pour laquelle ça réussit. Donc voilà, chapeau. Vous avez des questions, peut-être? Non. Parce que moi, je voulais savoir, du coup, là, vous êtes bien. Là, vous êtes 7e en votre clic. Là, c'est quoi les ambitions là pour cette saison? Là, vous êtes en Euroleague, voilà, vous êtes Eurocup. En Eurocup, pardon, vous êtes premier de votre groupe. Tu sens qu'il y a un truc à chercher avec ce groupe? Ouais, moi, depuis que je suis arrivé, c'est un titre. Hein. C'est aller chercher un titre, peu importe la compétition. C'est annoncé, quand vous signez, c'est annoncé que c'est la seule ambition? C'est mon ambition. En tout cas, c'est la tienne. l'ambition du club, c'est sûr. Après, c'est un club qui a toujours été ambitieux. Ils ont fait finale d'Eurocup il y a 2 ans, demi-finale Betclic. Donc, il y a moyen de chercher quelque chose parce qu'il y a l'expérience de ces finales, ces demi-finales, de ces hauts tableaux. Et moi, tu privilégies plus Eurocup? Voilà. Tu privilégies plus le projet Eurocup, qui est très concret cette saison, même si l'Hapoel Jérusalem, c'est un monstre, ou dans l'absolu, le titre de champion de France, ce serait ta préférence personnelle?
Ma préférence, disons que l'Eurocup, c'est une compétition, elle est excitante. On joue contre des équipes en Europe, Beşiktaş, quand on est allé là-bas. L'ambiance, elle était incroyable. Ouais. C'était fou. Les gens, même à l'échauffement, ils étaient debout, torse nu. On s'entendait même pas. On a perdu salement aussi, de 30 points. Oublions ça. Mais ouais, l'Eurocup, c'est excitant. Donc forcément, il y a un goût de, ouais, tu veux être sur le toit de l'Europe, qui donne vraiment envie, quoi. Mais le championnat de France aussi, il est trop solide. On arrive dans un championnat où tu peux gagner et perdre contre tout le monde. T'as 3 équipes qui sont en Euroleague, t'en as qui jouent la Champions League, l'Eurocup. Donc, je vais pas dire ça s'équivaut, c'est équivalent, mais je dirais que l'Eurocup, ce serait un sentiment particulier. Ouais, c'est européen, quand même. C'est une plus grande échelle. Une plus grosse Mais dans la logique, alors je ne suis que qui je suis, mais dans la logique, ce serait encore plus approprié et plus pertinent de vraiment mettre toutes les billes sur l'Eurocup. Parce qu'au final, vous avez quand même dans le championnat de France des mastodontes de Euroleague. Vous êtes capable de les attraper. Hein. On n'est pas en train de dire que non. Mais par rapport à ce qui est à accomplir, des Coupes d'Europe, des gens qui arrivent à écrire leur nom au palmarès d'une Coupe d'Europe, c'est d'une rareté, c'est tellement coupe-gorge ou autre, et qu'au final, dans l'organigramme du basket français, vous connaissez votre place. Vous êtes le poil à gratter maintenant qui, depuis maintenant 4-5 ans, en train de montrer que, il y a des équipes au-delà du trio Asvel, Paris, Monaco qui gagnent sur les 7 dernières années tous les titres. Mais moi, je vous souhaite de tout cœur de la soulever, cette Eurocup. Parce que entre la finale franco-française contre Paname et ce qui se passe cette année, l'Apoel peut saigner. et même si Beşiktaş, vous avez perdu le match retour, mais vous avez montré que vous étiez les œufs dans les yeux, quoi. C'était un combat de titan. Le meilleur match de l'année en Eurocup, hands down. Donc, je pense que c'est faisable et je vous souhaite vraiment de ça. Presque quitte à privilégier, bien sûr, faut pas sortir du wagon des playoffs en Betclic, mais ouais. Non, mais moi j'avais une dernière question par rapport au championnat de France. Nous, ça fait quelques années qu'il est de plus en plus excitant. Tu vois, on voit que maintenant c'est disputé, etc. Même les matchs, ils ont monté en intensité. Toi qui es à l'intérieur de ce championnat-là, peut-être que tu le regardais de l'extérieur avant, maintenant que t'es dedans, tu évolues, tu vois que c'est chaud dans les salles, les équipes, tu dis, ah ouais, putain, ça joue ici en vérité, le niveau il a augmenté. Bien sûr. Même on a des derbys, nous, Lyon, Lasvel, Chalon, ça c'est des gros matchs contre Bourg. Tu sens l'énergie, même avec les fans, les supporters, même nous, on sait que l'enjeu pour ces matchs-là, ça va être chaud, quoi. Et même le terme physique, comment c'est devenu physique davantage, c'était toujours physique, mais c'est devenu encore plus physique la Betclic. Et tu mettrais la Betclic à quel rang en Europe? En termes de championnat, de classement. Ouais. Si tu devais faire un classement puissance des championnats européens, à ton opinion, bien entendu. Franchement, top 3 et pas le 3e. Hein. Donc, tu mettrais qui devant? Je mettrais l'Espagne. Ouais. Tu mettrais la Turquie? La Turquie, ouais. Mais tu penses que là, maintenant, on passe devant la Grèce, on passe devant l'Italie, l'Allemagne et tout ça? Ouais. Mon avis, ouais. Ouais. Okay. Vu comment c'est disputé, tu vois, entre le premier et le 8e, ça joue à rien. Après, l'homogénéité du championnat français, même en Élite 2, je veux dire, chaque année, c'est la même salle. Toujours 10, 12 équipes candidates, et en plus maintenant avec les play-in, c'est la guerre. Puis t'as beaucoup d'équipes quand même qui doivent gérer un calendrier très lourd. Ouais. L'Euroleague, c'est extrêmement lourd. L'Eurocup, ça reste très lourd parce que vous avez une saison régulière très longue. Il y a 12 équipes dans les poules, donc les matchs allés, t'as une vingtaine de matchs européens avant même d'arriver en play-off. Ouais. Et
La nouvelle année, si on peut te souhaiter quoi que ce soit, ce serait quoi? 2026, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, à part l'Eurocup qu'on t'a déjà souhaité? Ouais, de rester en bonne santé, hein, pour Toujours. aller chercher l'Eurocup, la Betclic. Ouais, la santé vraiment. Et l'équipe de France dans tout ça? Ah, toujours, hein. Toujours focus sur ça aussi. Moi, j'ai commencé l'année dernière avec les fenêtres. Tu penses que ton statut est en train d'évoluer dans cet organigramme-là? Ouais, je pense que le fait que en championnat, enfin avec Bourg, les résultats qu'on a, que ce soit individuel pour moi ou même collectif, font qu'en équipe de France, davantage je peux avoir de plus de responsabilités, en tout cas sur les fenêtres. Et ouais, moi c'est des trucs qui m'excitent, hein, d'avoir des responsabilités, les challenges. Je kiffe ça. De toute façon, t'es là, t'es dans le groupe WhatsApp. Tu vois. C'est-à-dire que à tout moment, allez, viens et hop, tu finis dans une grosse compétition. Mais c'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais. On te souhaite de tout ramasser de toute façon. Merci. De Voilà. réussir de ouf. Bah, la santé surtout, du coup. Du coup, bref, on te souhaite tout ce que tu souhaites. Et c'est une fin d'émission. Je suis triste. mais faut le dire que voilà, il y a une autre émission qui arrive dans laquelle on va pouvoir se plonger plus sur ton parcours complet et parler de tes aspirations, etc. Avec d'autres choses un peu plus sombres, etc. Regarde le teasing de folie. Rendez-vous jeudi. Rendez-vous jeudi. Qui crée des problèmes. Bref, abonnez-vous et à la semaine prochaine.